qu'ils soient dans le public ou dans le privé. Je voudrais remercier chaleureusement le docteur Benjamin, qui est le président du syndicat, et le docteur Agoun pour m'avoir invité et pour m'avoir fait l'honneur de modérer cette première session. Alors sans plus tarder, on va passer à la première communication et je vais appeler le professeur Nabil Rahaf qui va nous parler des dosages des marqueurs tumoraux. Quel intérêt encore? Vous avez la parole et vous avez 20 minutes. Merci de respecter le temps. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mesdames les présidentes de séance, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue, honorable assistance, à cette session consacrée à l'oncologie médicale dans le cadre des troisièmes salams. Je me réjouis de ma deuxième participation au salam troisième du nom. J'aimerais à cet effet remercier les membres du bureau de la Salam, particulièrement le docteur Abda, qui m'a convié personnellement, elle m'a appelé au téléphone pour me convier à ces journées. Alors, si vous trouvez le titre déprimant, je vous le concède. Effectivement, il est déprimant. J'avais également un deuxième titre, c'était le second souffle des marqueurs tumoraux. Effectivement, actuellement, il y a une deuxième vie pour les marqueurs tumoraux, mais j'ai choisi celui-là, peut-être un peu par pessimisme, mais vous allez voir que tout n'est pas bon à jeter dans les marqueurs tumoraux, et c'est ce que nous allons découvrir. Alors, effectivement, les marqueurs tumoraux, bon, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire ce que c'est en termes de définition, mais il faut savoir que ces marqueurs ont suscité au début beaucoup d'espoir, surtout en termes de prévention, mais le manque de spécificité surtout et de sensibilité les a relargués en quelque sorte au second plan et ne leur a pas donné la place importante qu'ils méritaient en oncologie. Et là, je pourrais m'arrêter là tout de suite et faire économiser 18 minutes de temps de séance pour la présidente de séance, mais comme je l'ai dit, tout n'est pas bon à jeter. Il y a quand même certains aspects qui ont été remis au goût du jour et particulièrement, c'est ce que j'ai qualifié justement de second souffle, c'est ce qu'on va voir dans un moment. En tout cas, en pratique médicale, la prescription des marqueurs tumoraux est très fréquente. Il n'y a pas de médecins qui ne prescrivent pas de marqueurs tumoraux par rapport à une prise en charge, mais il faut savoir qu'elle n'est pas toujours appropriée. Il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup d'ordonnances de complaisance, j'allais dire, parfois le médecin il coche, il a des petits carrés, il coche de haut en bas. Donc c'est ce qu'il faut justement, il faut rappeler un peu la bonne prescription des marqueurs tumoraux, parce que justement ce mésusage, il est à l'origine, il est la conséquence d'un surcoût. Ce surcoût peut être direct par la prescription de beaucoup d'analyses, mais il peut être également indirect parce que derrière les analyses, vous allez aussi prescrire de l'exploration radiologique, de l'imagerie, et ça engendre beaucoup de surcoûts dans la prise en charge de la maladie cancéreuse. Alors, s'il y a bien deux paramètres avec lesquels on ne transigera pas, il faut être irréprochable, c'est non négociable, c'est bien la spécificité et la sensibilité. En termes de marqueurs tumoraux, c'est un must, il faut absolument les avoir. Justement, le problème, c'est que ces marqueurs tumoraux ne sont pas spécifiques. Il y a beaucoup de cancers qui n'ont pas de marqueurs,
il y a beaucoup de marqueurs qui sont exprimés par différents types de cancers. C'est le grand défaut, j'allais dire, des marqueurs tumoraux, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de marqueur tumoral idéal. Alors ça, c'est la distribution classique des marqueurs tumoraux, et j'allais dire, c'est une liste non exhaustive. On voit bien que différents marqueurs tumoraux peuvent être retrouvés dans d'autres organes plutôt qu'un seul. Alors bien sûr, on le sait, la prescription des marqueurs tumoraux entre dans un cadre global, elle s'inscrit dans une démarche globale de diagnostic, qui fait appel à l'anapath, à la clinique, à la radiologie, à l'imagerie, mais également à la biologie. C'est donc une histoire de prise en charge multidisciplinaire. Vu les grandes disparités intertechniques dans les différents labos, il est conseillé, l'une des 3 règles d'ailleurs, il est conseillé de suivre le malade avec la même technique de dosage dans le même laboratoire. Parce que les résultats ne sont pas interchangeables, et d'autant plus qu'il y a un manque de standardisation dans certains des marqueurs tumoraux. Alors le dosage des marqueurs tumoraux a fait un bond depuis justement des progrès technologiques. D'ailleurs, il existe depuis plus de 70 ans, mais j'allais dire le premier souffle, ça a été les progrès technologiques qui ont fait que certains marqueurs tumoraux ont émergé, et comme vous le savez, il y en a beaucoup plus d'une trentaine qui sont un peu dans la pratique courante, mais ça c'est dû notamment au développement des immunoessais. Mais le problème des méthodes immunométriques, c'est qu'il y a des pièges à déjouer. Alors, justement, il y a mention spéciale pour 2 pièges techniques à déjouer. Vous avez l'effet crochet, hook effect, dans lequel vous avez justement un encombrement stérique par un excès d'antigène. Et le deuxième, c'est les anticorps hétérophiles. On en parle de plus en plus. Donc ce n'est pas dénué de tout défaut, ces techniques immunoessais. Il faut absolument avoir en tête de déjouer ces pièges techniques, et notamment les anticorps hétérophiles, qui sont dus. Dommage, j'aurais voulu que le professeur Goury fasse sa conférence derrière moi, parce que je pense qu'il devait en parler plus en détail que moi. En tout cas, ces anticorps hétérophiles sont justement il faudra y penser, voilà. Alors bien sûr, les anticorps hétérophiles peuvent donner un résultat faussement diminué, comme ils peuvent donner le plus souvent d'ailleurs un résultat faussement élevé, mais il faut savoir y penser, et notamment quand on a des maladies auto-immunes telles que le lupus ou l'APR, ou quand on a été en contact avec notamment des animaux. Un troisième type de piège à déjouer, ça concerne justement la thyroglobuline, qui est un marqueur des cancers différenciés de la thyroïde. Eh bien, cette thyroglobuline, les recommandations qu'on a, c'est qu'il faut absolument doser aussi, dans le même dosage, la thyroglobuline et les anti-TG pour justement savoir est-ce qu'il n'y a pas d'interférence avec des auto-anticorps anti-TG, donc des auto-anticorps anti-analytes, qui vont justement déprécier le résultat de l'analyte, de la thyroglobuline en l'occurrence. Alors bien sûr, pour interpréter un résultat de marqueur tumoral, il est important de choisir le moment, entre 2 guillemets, ou au contraire de ne pas choisir ce moment-là. C'est le cas, par exemple, d'une chimiothérapie récente ou d'une chirurgie, c'est l'effet pointe, l'effet spike, dans lequel vous avez une lise tumorale. Donc il faut absolument éviter de le faire tout juste après avoir reçu ce traitement. Toute manipulation, entre 2 guillemets, prostatique, doit faire reporter le dosage de PSA. En général, en pratique quotidienne, on attend 8 jours après un toucher rectal pour faire le dosage de PSA. Pour la palpation de la thyroïde également, notamment la thyroglobuline. Alors, d'autres variabilités sont à prendre en compte, donc ce sont des facteurs confondants qu'il faut absolument tenir compte. Vous avez bien sûr l'ethnie, vous avez 2 fois plus de cancer de prostate chez les personnes de race noire que chez les personnes caucasiennes. Vous avez également
des variabilités analytiques, on vient d'en parler, mais vous avez également des problèmes de standardisation, d'hétérogénéité moléculaire, tout ça doit être pris en compte. Également, savoir que toute pathologie infectieuse bénigne ou même infectieuse de l'organe considéré peut vous faire augmenter ces biomarqueurs, ces marqueurs tumoraux. En fonction de l'âge, c'est connu, et l'exemple le plus frappant, c'est celui du cancer de la prostate. Et donc, il faut recorriger les valeurs en fonction de l'âge. On le sait, les valeurs seuil ne sont pas prises en compte quand on interprète un résultat de marqueur tumoral, parce qu'il s'agit d'un compromis souvent difficile entre la sensibilité et la spécificité. Alors, pour contourner ce problème, on a recours à la cinétique dans le temps, donc c'est un dosage cinétique dans le temps du marqueur, et c'est pour ça que chaque malade, chaque patient devient lui-même son propre témoin. Donc, chaque dosage ultérieur sera comparé au dosage précédent chez le même malade. Et pour les paramètres de suivi, nous allons avoir recours à la valeur précédente, aux concentrations initiales. On a dit récent temps d'obtention. Plus le taux on va maintenant vers les dépistages de la population cible. Et là, vous avez 4 exemples utilisés. Vous avez le cancer de la prostate, les familles à risque. Vous avez le cancer hépatocellulaire chez les cirrhotiques, il faut le guetter également. Et bien sûr, le CMT familial qui représente à peu près 25% des CMT. Là aussi, on peut utiliser le test à la pentagastrine ou la calcitonine. Concernant le cancer de la prostate, un petit focusing sur le cancer de la prostate. Il y a des recommandations en 2024 des sociétés européennes d'urologie qui parlent du dépistage, du diagnostic, du suivi, de l'efficacité thérapeutique. Intéressons-nous au dépistage. Vous avez un algorithme dans lequel la population cible est représentée par des hommes de plus de 50 ans ou ayant une origine africaine ou ayant une mutation BRCA2. Alors, les recommandations, le seuil est qu'en général, ils combinent un TR avec un taux de PSA. Ça, c'est le dépistage préconisé actuellement. Et avec à la clé, soit on écarte le diagnostic, soit l'exclusion diagnostique, soit au contraire, vous passez la main à un urologue qui va lui-même juger est-ce qu'il faut faire une biopsie, faut-il faire une biopsie ou pas. Toute la question, elle est là pour la prostate. Alors le cancer de la prostate a bénéficié ces dernières années d'autres indices, d'autres paramètres, entre deux guillemets, pour mieux, accompagner le PSA dans sa fonction. Vous avez la densité de la PSA, vous avez un paramètre cinétique également. Et d'ailleurs, à ce propos, si le temps de doublement dépasse les 12 mois, ça veut dire qu'il y a un bon pronostic et que la récidive sera éventuellement évitée. Vous avez le plus prometteur ferrum, c'est l'index PHI, on va en parler. Et enfin, attention, on va maintenant vers les dépistages de la population cible. Et là, vous avez 4 exemples utilisés. Vous avez le cancer de la prostate, on va un peu le détailler, mais vous avez aussi le cancer de l'ovaire dans les familles à risque. Vous avez le cancer hépatocellulaire chez les cirrhotiques, il faut le guetter également, et bien sûr le CMT familial qui représente à peu près 25% des CMT. Là aussi, on peut utiliser le test à la pentagastrine ou la calcitonine. Concernant le cancer de la prostate, un petit focusing sur le cancer de la prostate. Il y a des recommandations en 2024 des sociétés européennes d'urologie qui préconisent le taux de PSA avec le toucher rectal dans le cadre du dépistage, du diagnostic, du suivi, de l'efficacité thérapeutique. Intéressons-nous au dépistage. Vous avez un algorithme dans lequel la population cible est représentée par des hommes de plus de 50 ans ou ayant une origine africaine ou ayant une mutation BRCA2. Alors, les recommandations, le seuil est placé à 3 nanogrammes et non plus 4, et qu'en général, ils combinent un TR avec un taux de PSA. Ça, c'est le dépistage préconisé actuellement, et avec à la clé, soit on écarte le diagnostic, soit
Soit l'exclusion diagnostique, soit au contraire, vous passez la main à un urologue qui va lui-même juger est-ce qu'il faut faire une biopsie ou pas, parce qu'en fait, le mawdou', j'allais dire, l'arbiya, c'est un peu, faut-il faire une biopsie ou pas? Toute la question, elle est là, pour la prostate. Alors, le cancer de la prostate a bénéficié ces dernières années d'autres indices, d'autres paramètres, entre deux guillemets, pour mieux, j'allais dire, accompagner le PSA dans sa fonction. Vous avez la densité de la PSA, vous avez la vélocité, c'est un paramètre cinétique, vous avez le temps de doublement, un paramètre cinétique également, et d'ailleurs, à ce propos, si le temps de doublement dépasse les 12 mois, eh ben, ça veut dire qu'il y a un bon pronostic et que la récidive sera éventuellement évitée. Vous avez le plus prometteur ferrum, c'est l'index PHI, on va en parler, et enfin, attention, le rapport tel que nous le connaissons, et moi aussi j'ai été choqué de le savoir, c'est que le rapport FLI PSA sur PSA total n'est plus vraiment performant. Il a même été exclu par les sociétés savantes parce qu'il y a un problème de seuil, donc il n'y a pas de consensus sur les seuils, et en plus il y a une variabilité analytique. Donc voilà pourquoi il n'est plus recommandé de faire le rapport tel que nous l'avons connu et que nous l'avons... Alors, pour ce qui est de la densité, maintenant on rapporte les taux de PSA par rapport au volume de la prostate, donc c'est en nanogrammes par gramme de prostate. Alors le problème c'est quoi? C'est que pour faire un dépistage dans lequel je suis toujours obligé de faire une échographie endorectale, ce qui n'est pas facile en termes de pudeur et en termes de faisabilité, donc ça ne peut pas convenir à un dépistage. Si on doit faire à tout le monde des endorectales, des échographies endorectales, donc ce ne sera pas possible. Donc il y a ce problème de standardisation et le problème de faisabilité. Alors ensuite, bon, il est tout de même indiqué, cette densité est tout de même indiquée pour justement faire justement une biopsie prostatique. Ensuite, vous avez la vélocité, c'est un paramètre dynamique, donc on dose 3 PSA dans le temps, en général c'est per annuel, et on voit la vitesse de progression du PSA. Donc ça convient très bien pour le dépistage. Vous avez le plus prometteur, c'est l'index PHI, ça commence maintenant à se faire. Il combine 3 dosages, Pro-PSA, PSA et Free PSA, dans un score, et c'est un marqueur du cancer de la prostate, contrairement au PSA qui lui est un marqueur du tissu prostatique. Et là, il y a une nuance entre les deux. Et donc, il est meilleur en termes de prédiction du cancer, surtout quand on a un TR négatif avec une PSA entre 2 et 10. Voilà. Je vous demande de lire le jeu de mots qu'il y a en bas de l'écran, si vous permettez. Alors, ensuite, vous avez deuxième indication, c'est l'aide au diagnostic. Là aussi, c'est assez précis. Nous avons des exemples de l'immunoglobuline pour le myélome, des catécholamines pour les neuroblastomes, de la sérotonine, les tumeurs germinales et les CMT. Donc ça, c'est vraiment précis. Un autre exemple où on peut utiliser seulement les marqueurs tumoraux dans les diagnostics, c'est quand vous avez un cirrhotique avec une masse de 2 cm, parce qu'elle peut être bénigne, hein, ça peut être aussi un kyste. Donc, si vous avez cette masse de 2 cm, mais avec une élévation d'AFP, vous n'avez pas recours à la biopsie. Vous pouvez même traiter directement. Donc, biopsie is not recommended. Vous avez un deuxième exemple, c'est une masse testiculaire avec 2 marqueurs tumoraux ensemble augmentés. Vous passez directement en orchidectomie. Vous pouvez la faire sans passer par la biopsie, sans passer par l'anapathe. Donc, ce sont vraiment des recommandations. Alors, en termes de suivi, voici la courbe d'évolution d'un marqueur tumoral. Souvent, parfois, elle est émaillée de complications telles que les récidives. Justement, l'avantage des marqueurs tumoraux, c'est que vous pouvez prévoir la récidive 6 mois à l'avance par l'augmentation dans le temps. En général, c'est une augmentation exponentielle sur au moins 3 dosages. Et vous pouvez justement prévoir cette récidive alors que les lésions cliniques radiologiques de l'imagerie ne sont pas encore détectables. Donc c'est un avantage aussi.
Là, vous avez quelques exemples justement dans le suivi de l'efficacité thérapeutique. Le mieux placé étant l'ACE, en post-opératoire, en préopératoire, pour l'efficacité thérapeutique, pour les stades cliniques, pour l'évaluation de la réponse. Donc vous voyez, pour les récidives également, donc il figure vraiment en bonne place l'ACE. C'est vraiment un must pour un chirurgien qui vient d'opérer un cancer colorectal. Les autres exemples sous vos yeux. Sur le plan pronostic, ça aussi c'est important, la première valeur va vous annoncer la couleur déjà. La première valeur que l'on retrouve quand on prend en charge un cancéreux, elle fait déjà office de référence et elle donne déjà une information qu'il faudra justement percuter pour la suite de la prise en charge. Vous avez l'exemple du CIFRA 21 et de l'ACE dans le pronostic des cancers non à petites cellules, le projet RP pour les cellules, pour le cancer du poumon des petites cellules, le 15.3 dans le cancer du sein et le 19.9 dans le cancer du pancréas. Vous avez également un scoring pour les PSA avec celui de Gleason, et là aussi c'est un score pronostic. Maintenant, on commence maintenant à intégrer les marqueurs tumoraux dans des scores aussi bien diagnostiques que pronostiques. Vous avez d'autres exemples, les PSA, le taux de PSA, dès qu'il atteint une certaine valeur, c'est prédictif de métastase. Vous avez les myélomes et les LDH dans les lymphomes, ce sont des exemples bien sûr. Alors, comme nous sommes à l'ère, la médecine est à l'ère des guidelines et des recommandations. Donc voilà, sous vos yeux, quelques recommandations. Nous n'avons pas malheureusement le temps de les évoquer, Kamel, par manque de temps. Ils sont consultables, donc il y a des sites pour cela. Vous pouvez consulter. Je pense que toute prescription doit tenir de ces recommandations. Et c'est justement pour avoir une prescription rationnelle des marqueurs tumoraux pour qu'il n'y ait pas un peu du n'importe quoi ou du gaspillage par rapport à cela. Donc vous en avez ici, donc c'est assez récent et ils sont donc consultables dans les sites web. Alors bien sûr, je parlais de second souffle, mais nul doute que l'avenir appartient à ces nouvelles technologies qui apportent justement qui vont apporter sûrement un enjeu économique et un enjeu médical et qui vont sûrement supplanter un jour ou l'autre les marqueurs tumoraux sériques. Ce sont également des marqueurs tumoraux sériques, mais ils sont d'une autre nature, et notamment les cellules circulantes tumorales ou le DNA circulant, entre autres, les mi-RNA, tout ça va bientôt occuper le paysage un petit peu de la biologie du cancer. Je conclus, le marqueur idéal n'existe pas. Quelques exceptions, cependant, pour le dépistage. La plupart sont employés dans le suivi et l'évolution. Les marqueurs tumoraux, pour augmenter leur aura, j'allais dire, leur spécificité, on les combine entre eux ou on les intègre dans des scores composites, c'est un peu le second souffle. Et enfin, il faut respecter les prescriptions des marqueurs tumoraux par le respect des recommandations des sociétés savantes. Et enfin, nul doute que l'avenir appartient aux nouveaux marqueurs tumoraux circulants grâce justement à la nouvelle technologie. Je vous remercie.